stratégie autour de ça. Et dernier point, nos habitants ne sont pas toujours très à l'aise avec le numérique, mais ils peuvent aussi participer à la construction de la donnée. C'est tout ce qu'on appelle le crowdsourcing ou la co-construction. Là aussi, il y a des vrais enjeux autour de la communication pour faciliter en fait l'accompagnement aussi de ces habitants à travers les cartes parties ou d'autres types de dispositifs qui permettent de donner sens à la donnée, quelque chose de vivant. Parlons pas d'open data parce que sur nos territoires, il y a plein de personnes à qui ça ne parlera pas, ça sera tout de suite très techno. Il y a peut-être des animations ou des dynamiques à construire pour faciliter cette appropriation de la donnée à travers notamment tous ces aspects de co-construction de données. Et pourquoi pas en faire bâtir des communs avec les habitants. Là aussi, Samuel nous dira si c'est envisageable. Voilà autant de questions que Samuel Guetta, qui est le cofondateur d'Adactivist. Alors d'Adactivist, je laisserai présenter plus amplement, mais c'est une coopérative qui accompagne les projets d'open data, qui a un an. Je voulais juste fêter les 1 an. Samuel est également auteur d'une thèse sur la libération des données publiques. Et donc, il va partager avec nous ses observations autour de tout ce que tu as pu voir sur le territoire et dans les collectivités autour des données et de l'open data. Et maintenant, donc, je t'invite à venir sur scène. Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci Anne-Claire pour l'introduction. Donc le titre de cette conférence, c'est Communicants, devenez médiateurs des données. Alors il se trouve que moi je suis de formation communicant, je fais Sciences Po Ex, après le CELSA, je travaille pendant 2 ans à l'agence de com, la NetSquad, et après je suis parti dans le monde de la recherche faire une thèse en sociologie. Et donc j'avais pas mal réfléchi à cette question du rôle des communicants dans les politiques d'open data. Et le message que je voudrais vous faire passer aujourd'hui, c'est que vous avez un rôle à jouer, et un rôle extrêmement important qui est celui de médiateur. Donc j'aurai l'occasion un peu d'y revenir un peu plus tard. Donc Anne-Claire m'a présenté, mais donc je suis le cofondateur d'une société coopérative qui s'appelle Adactivist, que j'ai créée à la suite de ma thèse. On est une petite équipe de 5 personnes qui ont pour mission d'ouvrir des données et de les rendre utiles et utilisées. Et vous voyez dans notre présentation l'idée même que la médiation est extrêmement importante, c'est cette idée-là. Que ouvrir des données ça suffit pas, c'est qu'il faut qu'on trouve une utilité pour que tout le projet, l'édifice de l'open data ait un sens. Et donc c'est vraiment au cœur de notre fonctionnement et de notre pensée. Je suis aussi militant de l'ouverture, et on est tous dans l'équipe militant de l'ouverture, d'où le nom d'Adactivist, parce qu'on milite pour l'ouverture des données. Je suis cofondateur d'une association qui fait partie d'un réseau mondial qui s'appelle Open Knowledge France, qui milite pour l'ouverture des données. Et donc je suis aussi chercheur sur l'open data, et je fais ma thèse de doctorat en sociologie sur le sujet. D'Adactivist, on a 3 grands métiers. On fait de l'accompagnement de projets d'open data, de leur stratégie jusqu'à l'accompagnement de leur mise en œuvre. On fait aussi de la formation à l'ouverture des données, et aussi plus largement à la culture générale des données. Et on fait aussi, et c'est notre particularité, et c'est aussi lié au thème de cette conférence, on fait de la médiation, notamment en lien avec un projet qui s'appelle l'École des données, qui a été développé par Open Knowledge France, mais aussi avec les infolabs que la Fondation Internet Nouvelle Génération a développé. Sur la droite, l'illustration, c'est les stickers de Adactivist sur le thème de la chanson française et de l'open data. Si vous en voulez, j'en ai encore quelques-uns dans mon sac. Alors, je vais commencer par faire un petit bilan critique. Alors, il se trouve que l'open data, en décembre, aura 10 ans. En disant que ce sera l'anniversaire de la rencontre fondatrice de l'open data. Et donc, je voudrais profiter un peu de cette date jalon pour faire une sorte de petit bilan et ouvrir de nouvelles perspectives avant d'introduire plus largement le rôle des communicants dans les projets d'open data, et je vous présenterai quelques exemples pour finir. Alors, l'open data a 10 ans, donc ce que vous voyez sur la droite, c'est la rencontre fondatrice de l'open data qu'on appelle la rencontre de Sébastopol. Donc Sébastopol, dans ce cas-là, c'est pas une ville en Crimée, c'est une ville en Californie, où se sont rencontrés les participants d'une rencontre qui avait pour ambition de définir les grands principes de l'Open Government Data, qui était donc la rencontre fondatrice des principes de l'open data. Donc c'est un événement extrêmement important, un jalon historique assez important. Ces participants, ils avaient une seule ambition, c'était d'influencer le futur président, qui était donc le président Obama,
et de faire en sorte qu'ils mettent en œuvre les 8 principes qu'ils ont adoptés. Ça a bien marché puisque la première chose qu'a fait Barack Obama en arrivant à la Maison Blanche en janvier 2009, c'est d'adopter 3 mémorandums sur l'open government, dont l'ouverture de data.gov, le premier portail national d'open data, était une des actions qui était dans ces mémorandums. Alors que demandaient ces participants? Alors juste, si vous essayez de reconnaître des gens dans la photo, si vous en avez reconnu, vous êtes vraiment très très fort et venez me voir après. Mais il y en a peut-être quelques-uns, je pense qu'il y en a 3 peut-être qui vous diront quelque chose. Il y en a un, c'est Laurence Lessig, qui est très connu parce que c'est un juriste à Harvard qui a créé Creative Commons, qui est comme une alternative au copyright, qui propose une série de licences. Donc vous voyez la filiation avec le mouvement du savoir ouvert, de la culture ouverte, d'où le nom de mon association Open Knowledge. Donc les données font part plus largement d'un continuum avec le savoir et la connaissance. Il y a une autre personne qui est Aaron Swartz, qui a été beaucoup connu dans le monde de l'open access, mais qui a aussi été connu pour avoir créé Reddit, la page d'accueil de l'internet, et aussi qui a aussi inventé les flux RSS, qui a fait beaucoup parler de lui. Et tout en haut à droite, il y a l'organisateur principal de cette conférence, qui est Tim O'Reilly, que vous connaissez en tant que communicant, puisqu'il a eu la brillante idée d'inventer le terme Web 2.0. Voilà. Et qui est aussi le créateur des éditions Tim O'Reilly, des éditions O'Reilly, qui sur les sujets techniques font un peu référence. Donc tous ces gens-là, c'est un mélange d'innovateurs, de militants de la transparence, de toutes sortes de militants et aussi d'entrepreneurs qui sont réunis pour définir les grands principes de l'open data. Alors je vais pas les reprendre un par un, il y en a 8, mais l'idée c'était, et c'est important d'y revenir, c'était pour vous montrer un peu, revenir sur l'ambition initiale. L'idée d'abord c'était une ouverture complète des données, c'est-à-dire d'avoir toutes les données publiques, qu'elles soient en ligne par défaut. L'idée c'est aussi d'inverser le mécanisme de la loi CADA, je ne sais pas si tout le monde est familier avec la loi CADA, ou du Freedom of Information Act. Alors, la loi CADA, si vous ne la connaissez pas, c'est pas très très grave. Moi, je me suis planté dessus au grand oral et maintenant je suis devenu un spécialiste du sujet. La loi CADA, elle est assez méconnue en France, en fait. La CADA, ça veut dire Commission d'accès aux documents administratifs, et c'est la commission qui arbitre les litiges dans les cas de demande d'accès à l'information publique. En tant qu'agent public, vous avez un devoir de rendre des comptes qui se concrétise par le fait que chaque citoyen a le droit de vous demander les informations publiques que vous détenez, qui ont été créées dans le cadre d'une mission de service public. La seule chose qu'on en enlève, c'est les informations personnelles et nominatives. Mais à partir du moment où c'est créé dans le cadre d'une mission de service public, ça a vocation à être en ligne. Ça vaut pour toute forme d'information, même des photos, des captations vidéo et des données, bien évidemment. Donc ça, c'est le socle juridique de l'open data. Et donc, dans cette idée d'ouverture complète des données, c'est d'inverser la démarche. Avec la loi CADA, vous devez faire une demande pour avoir accès aux informations. Dans l'idéal de l'open data, toutes les données sont en ligne. Je n'ai plus de micro. Ah si, j'en ai un. Toutes les données sont en ligne par défaut et sont publiées volontairement. Et c'est extrêmement important, cette idée de volontairement et proactivement. Le deuxième point, c'est l'ouverture primaire. C'est-à-dire d'avoir accès aux données telles qu'elles sont produites, telles qu'elles sont utilisées dans les institutions. Et ça, c'est extrêmement important pour un communicant. Pourquoi? Parce que en ayant les données brutes, on peut reconstituer les phénomènes. On peut aller au plus proche des citoyens. Donc en fait, l'idée, c'est de ne pas se contenter d'agrégats, comme on a très longtemps fait. Pensez par exemple, quand vous regardez les rapports de la Cour des comptes, vous avez un tableau et vous avez des agrégats par an, par département. Là, je vais vous donner par exemple un exemple. Il y a un jeu de données qui est très intéressant sur data.gouv.fr, c'est la liste de tous les accidents de la route. Et vous avez, sur tous les accidents de la route, vous pouvez savoir quel véhicule a été concerné, quel est l'état de gravité de l'accident, et surtout vous avez la géolocalisation précise de l'accident, et vous pouvez savoir accident par accident ce qui s'est passé. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces données-là, on peut agir au niveau le plus proche des citoyens. Mais aussi, on peut aussi rendre des comptes au niveau le plus proche des citoyens. Par exemple, dans le cadre de démarches de concertation, on peut engager une discussion qui sera beaucoup plus factuelle, puisqu'on peut savoir ce qui s'est passé dans une rue donnée. Ce qui fait il y a cette idée que Adler a évoquée, l'idée de la réduction des asymétries d'information. C'est cette idée-là qui est au cœur des principes de l'open data. Donc d'avoir accès vraiment aux données brutes, avec le même niveau de granularité, avec les mêmes données en fait, d'avoir à disposer des mêmes données que l'administration. Et ça, c'est extrêmement important, et c'est quelque chose que les communicants devraient s'approprier et saisir, parce que c'est vraiment une opportunité. Après, le troisième principe, c'est d'avoir accès aux données dès qu'elles sont produites, donc pour préserver leur valeur. Dans le domaine des transports, par exemple, c'est extrêmement important.
Si on vous donne les horaires, le retard d'un train 1 heure après, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et après, en fait, les autres principes, leur objectif, c'était de réduire les barrières qu'on pouvait avoir à la réutilisation par les machines des données. Très souvent, l'open data, quand il est arrivé dans les collectivités locales en France, beaucoup d'agents ont dit attendez, on a beaucoup de fichiers PDF, on a beaucoup d'informations qui sont en ligne, pourquoi vous voulez nous les redemander alors qu'on les a déjà mis en ligne? L'idée de l'open data, c'est d'avoir accès aux données, donc comme je vous ai dit, les plus fines, et surtout qu'elles soient réutilisables par les machines pour produire des services ou pour produire des analyses beaucoup plus avancées. Donc ne pas publier un fichier PDF, mais de publier un fichier CSV qui est lisible par les machines, qui est accessible pour la plus grande variété d'utilisateurs, qui n'est pas un format propriétaire, donc qui permet d'être utilisé par tous les outils. Donc vraiment d'encourager à l'utilisation de données qui sont lisibles par les machines et qui sont surtout réutilisables facilement d'un point de vue juridique. C'est-à-dire que vous avez une licence qui vous permet d'en faire ce que vous voulez. D'où un des principes qui est non discriminatoire, c'est l'idée que tout le monde peut utiliser ces données et qu'on est libre d'en faire ce qu'on veut, si on est une entreprise, si on est un citoyen, peu importe, il n'y a pas de discrimination. Donc l'idée de l'objectif, c'était vraiment d'obtenir l'ouverture de toutes les données publiques dès leur production et qu'elles soient vraiment librement réutilisables d'un point de vue technique et juridique. N'oubliez pas cette question de la granularité et du fait que les données, on peut aller au plus proche des phénomènes parce que je pense que c'est vraiment extrêmement important par rapport à vos métiers. Alors, vous le savez, l'open data est maintenant plutôt bien ancré en France. Il y a eu quelques pionniers. Alors, j'ai pas mis ici les Moulineaux, mais je reparlerai d'ici Moulineaux qui a une démarche d'open data assez ancienne aussi. En 2011, il y a eu le lancement de data.gouv.fr et maintenant, il y a entre une cinquantaine et une centaine de collectivités territoriales qui sont engagées dans une démarche d'open data. Je n'ai pas le chiffre exact. Il faudrait demander à Open Data France qui a produit cette carte des territoires qui ont une démarche d'open data avancée. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a un trou dans le sud-ouest, mais j'aimerais bien des explications. Mais globalement, sur tout le territoire, on a des démarches d'open data qui sont bien avancées et il y en a de nouvelles qui se lancent chaque semaine. Un des points que je voulais évoquer, c'est aussi le fait que souvent, les communicants ont beaucoup communiqué sur l'ouverture d'un portail open data. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est un peu en passé de mode, en fait, parce que autant il y avait un coup à jouer au tout début de lancer un portail d'open data. Maintenant, je pense que pour les communicants, il vaut mieux communiquer sur les actions qu'on a pu faire avec les données ou que les citoyens ont pu faire avec les données. La semaine dernière, j'étais au salon de la data à Nantes et il y a Jean-Noël Landry, le fondateur de Nord Ouvert, une entreprise québécoise qui fait à peu près la même chose que Data Activism, qui accompagne de l'ouverture des données, qui disait que l'ouverture d'un portail, c'est un peu la fin du début d'une politique d'open data. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait ça, ça n'est que le début. Et c'est là où les communicants ont un rôle à jouer en tant que médiateurs pour accompagner, une fois qu'on a ouvert un portail d'open data, accompagner la réutilisation. Un des grands enjeux qu'il y avait au cœur de ma thèse, c'était la question de comment des données trouvent un public et trouvent une utilité. C'est ce que j'ai repris après quand on a créé Data Activist. Et ouvrir un portail, longtemps au début des politiques d'open data, on a cru que ça se faisait que les réutilisations allaient apparaître toutes seules. En fait, c'est pas vrai. C'est là qu'il y a un rôle important, c'est le rôle de médiation et d'accompagnement dans la compréhension et dans l'utilisation de ces données. Et c'est là où il y a vraiment un rôle à jouer qui n'est pas encore tout à fait bien saisi. Alors en France, vous le savez, la loi pour une république numérique impose une obligation d'ouverture des données par défaut à partir de la fin 2018. Il faut savoir que la France est le premier pays au monde à avoir cette obligation. Pour le coup, on a tendance à taper sur la France, mais là on est vraiment très avancé. On est le premier pays au monde à avoir vraiment mis ça dans la loi. Et on est dans une situation, on est les pionniers de cette idée d'open data par défaut qui découle de la charte du G8, c'est-à-dire que les 8 dirigeants des pays les plus riches ont adopté cette idée d'open data par défaut. La France est le premier pays à l'avoir fait véritablement entrer dans la loi. Donc c'est dans la loi pour une république numérique. Il y a l'idée d'ouverture des données donc dans un standard ouvert, lisible par les machines, et aussi d'ouvrir les données, de les mettre à jour, l'ouverture de toutes les bases de données et des données dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental.
En fait, c'est assez simple, ça concerne à peu près toutes les données publiques qui sont détenues par une collectivité locale. C'est-à-dire que vraiment, c'est extrêmement large. Alors cette obligation, elle s'applique aux collectivités locales de plus de 3500 habitants et de plus de 50 agents, et ça concerne aussi toutes les administrations et tous les acteurs qui exercent une mission de service public. Donc c'est vraiment très très large, et c'est vraiment une opportunité à saisir, et ça va être aussi une obligation qui va poser pas mal de questions dans beaucoup de collectivités. Donc d'où l'importance de bien sensibiliser à cette ouverture des données. Alors maintenant, ce que je vais vous présenter, c'est un peu une démarche un peu plus critique, issue à la fois des observations en tant qu'usager de données ouvertes, et aussi sur la base des travaux que j'ai fait de recherche sur l'open data. La première chose, c'est que je voudrais évoquer l'idée que, à l'heure actuelle, les politiques d'open data fonctionnent dans une logique que moi je qualifie de l'offre. Alors, ne cherchez pas la notion de politique d'open data de l'offre, c'est ma petite invention. C'est pas quelque chose qui est vraiment très évoqué, mais l'idée d'open data de l'offre, je l'oppose à l'idée d'open data de la demande, et je vous présenterai des projets, un projet qu'on a autour de la demande. Mais l'idée de l'open data de l'offre, elle découle largement de ce que je vous ai présenté sur la rencontre de Sébastopol, où en théorie, toutes les données sont ouvertes sous leur forme brute dès leur production. C'est vraiment l'idée d'une ouverture complète des données. En pratique, ce qui se passe, moi c'est ce que j'ai étudié dans ma thèse, où je suis allé voir vraiment les coulisses des projets d'open data dans des collectivités locales en France. Et ce qui se passe, c'est que souvent, en fait, c'est l'administration qui choisit quelles données elle ouvre, comment elle les ouvre, quand elles vont ouvertes et ce qu'elles contiennent. C'est pas quelque chose qui est fait à l'heure actuelle dans une démarche de concertation ou avec une forme de débat, et c'est souvent un processus, le processus de l'ouverture, qui est invisible. C'est pour ça que dans ma thèse, j'ai étudié le travail invisible de l'ouverture des données. Donc je voulais représenter sous la forme d'un iceberg, c'est-à-dire que ce que vous voyez, les données ouvertes, derrière il y a un travail qui est considérable, qui est souvent pas pris en compte, qui commence par l'identification. Donc déjà, tout simplement, quand on commence un projet d'open data, la question ça va être de savoir qui détient les données, qui en est en charge, de quelles données on dispose. Ça, contrairement à certaines a priori, c'est quelque chose dont on n'a pas un grand inventaire ou un catalogue des données à partir duquel on peut piocher et dire où sont les données. La deuxième étape, c'est les négociations. Et ça peut prendre pas mal de temps, puisque les chefs de service, les élus ne sont pas forcément sensibilisés à cette question de l'open data, et souvent ça fait l'objet d'âpres tractations. Et donc ça impose des négociations qui demandent un travail assez important de conviction. La troisième étape, celle de l'extraction, elle est extrêmement importante. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de données qui ont beaucoup de valeur, qui sont détenues derrière des systèmes d'information. Et souvent, ces systèmes d'information, ils dépendent de prestataires qui n'ont pas pensé cette obligation d'ouverture des données, et qui donc n'ont pas de fonctionnalité d'extraction. Donc ça demande d'engager des discussions parfois avec la DSI pour arriver à extraire, à mettre les mains dans les bases de données pour vraiment obtenir les données. Et ça, c'est un travail qui peut prendre plusieurs mois et qui peut être extrêmement considérable. Après, les données dont on dispose, il va falloir souvent les transformer, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas forcément intelligibles. Pensez aux données que vous utilisez dans votre collectivité. Il y a certainement plein d'acronymes qui ne sont pas compris par le public, et vous n'avez certainement pas produit un lexique, puisque c'est votre métier. L'originalité des politiques d'open data, c'est s'intéresser à des données de gestion qui n'ont jamais circulé auparavant. Donc il y a des données qui sont nouvelles, qui ont une grande valeur et qui n'étaient pas auparavant disponibles, et qui ne sortaient pas des bureaux. Et un des apports aussi des politiques d'open data, c'est en termes de modernisation du fonctionnement de l'administration. Il y a la ville de Paris qui avait sorti un chiffre, alors je ne sais pas exactement d'où il vient, mais il disait que 80% des visites sur le portail open data viennent des services internes de la ville. Parce qu'en fait, une des vertus de l'open data, c'est de découvrir des données qui sont détenues par d'autres services, et de permettre des croisements ou d'obtenir des données qu'on cherche à obtenir depuis longtemps. Donc ça permet aussi de les faire circuler dans la collectivité, et c'est aussi une des vertus premières des politiques d'open data, c'est la circulation en interne. Mais auprès de l'externe, ces données de gestion, il faut souvent les transformer, donc les rendre intelligibles, les éditer, leur donner du sens, et accompagner aussi, expliquer ce qu'il y a dans les données. Et souvent aussi, il faut les transformer pour qu'elles soient facilement réutilisables, et aussi pour augmenter leur qualité. C'est-à-dire que parfois, il y a des champs qui vont être manquants, des informations qui vont être manquantes, qui vont devoir être améliorées. Donc ça, c'est parce que les données n'ont pas circulé auparavant. Vient l'étape de la publication aussi, où souvent on vous demandez de produire des métadonnées, ce qui est, je pense, quelque chose d'extrêmement important en termes
d'éditorialisation des portails. Beaucoup de portails d'open data n'expliquent pas ce qu'il y a dans le jeu de données, alors que c'est extrêmement important, ne serait-ce que pour faire une recherche dans le portail, toutes ces métadonnées qui permettent de faire de la recherche, mais aussi pour accompagner le réutilisateur, pour comprendre comment ces données ont été produites, ce que contiennent chacun des champs, ce que contiennent chacune des variables, et pour vraiment permettre une réutilisation par le public. Et enfin vient le moment de la mise à jour, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a ouvert des données, il faut les entretenir, et si on veut que le public développe des services, il faut avoir les données les plus à jour. Donc tout ça, c'est un travail qui est important, qui est souvent invisible, et qui me tient à cœur de le rendre le plus visible. Alors, c'est limite de l'open data de l'offre. Pour moi, je pense que la première, c'est que le travail que je vous ai présenté, à l'heure actuelle, il n'est pas forcément pris en compte dans le fonctionnement de l'administration, et ça, je pense que c'est un problème. C'est-à-dire que souvent, ce travail-là d'ouverture des données, il n'est pas pris en compte, et c'est souvent le boulot de personne. Donc, d'où l'importance de le prendre en compte dès le début d'un projet d'open data, parce que c'est de là qu'on va configurer, qu'on va conditionner les usages qui vont être faits des données. C'est-à-dire que ça commence par le processus même de l'ouverture, qu'on va créer des données qui vont être facilement utilisables. Le deuxième point, c'est que la culture des données dans les administrations n'est pas forcément bien répartie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acteurs, et c'est normal, qui ont des difficultés avec les données, donc il y a encore un travail d'acculturation des données. C'est un des axes de travail de la FIG avec le projet Infolab. Aussi, et ça c'est assez fréquent, c'est que ces projets d'open data sont souvent tributaires des orientations politiques. Et les moments d'alternance sont extrêmement sensibles, et ça c'est un problème si on est dans une logique d'open data par défaut, et c'est un problème aussi pour les utilisateurs, c'est que beaucoup de portails de projets d'open data au moment des alternances sont un peu chancelants et on ne sait pas vraiment comment ils vont. Donc en fait il y a aussi un travail pour notamment les communicants, mais plus largement tous les agents qui sont en charge de projets d'open data, de légitimer leur métier et de l'inscrire comme un service public de la donnée. Et enfin, la difficulté qui peut survenir, c'est que quand on est dans une petite, mais même aussi dans une grande collectivité, on a du mal à trouver des publics qui ont les compétences pour réutiliser ces données. D'où l'importance que je vous ai dit d'avoir des médiateurs et de penser à la médiation et à essayer de rendre ces portails et ces données accessibles. Il faut savoir que beaucoup de portails d'open data ont été pensés initialement pour des développeurs. L'idée de l'open data au départ a été beaucoup poussée par la logique d'innovation et le fait que ça allait créer des centaines de milliards d'euros de croissance. Et donc, on a beaucoup axé sur les développeurs. Je pense qu'il y a un rôle maintenant à jouer et un peu à repenser dans ces politiques d'open data, de s'adresser aussi plus largement directement aux citoyens et de penser comment une politique d'open data peut servir directement aux citoyens et pas uniquement des développeurs qui vont réutiliser les données. Si vous placez plutôt du côté, là je vais présenter plutôt du côté de l'administration, plutôt du côté de l'usager. Une des difficultés, et ça c'est important quand vous êtes communicant, c'est que quand on parcourt un portail open data, ça ressemble à peu près au catalogue d'une bibliothèque. C'est-à-dire vous avez des ressources, vous avez un moteur de recherche, vous avez des facettes qui permettent d'affiner votre recherche sur le côté, mais globalement ça ressemble au catalogue d'une bibliothèque, et c'est rare les politiques d'open data qui ont été pensées comme aussi des objets de communication qui vont essayer d'attirer le lecteur, ne serait d'expliquer la démarche. Donc ce qui fait quand on est sur un portail d'open data, les données sont assez difficiles à trouver. Je pense que c'est une expérience que vous avez probablement partagée. Et aussi l'autre difficulté, c'est quand on cherche à utiliser des données, elles ne sont pas ouvertes partout. Vous voulez faire une cartographie à l'échelle de la région, en fait il va vous manquer des données qui n'ont pas été ouvertes par d'autres collectivités locales. Souvent les données ne sont pas forcément granulaires. Cette idée de granularité, c'est ce que je vous disais par rapport au fait de pouvoir zoomer, comme je vous disais, sur les accidents. Les accidents, si on vous produit des statistiques qui sont agrégées au niveau du département, ne sont pas des données granulaires. L'idée de granularité, c'est vraiment, comme son nom l'indique, c'est vraiment de pouvoir aller au plus proche et d'avoir des points et de pouvoir vraiment aller refaire les calculs, produire de nouveaux outils qui permettent d'aller au plus proche des phénomènes. Et si on le reformule d'un point de vue d'un communicant, au plus proche des citoyens. Ça, c'est des données qui ont beaucoup de valeur. Aussi pour l'usager, souvent les données sont inutilisables parce qu'elles n'ont pas de documentation. Et souvent aussi, elles ne sont pas mises à jour. Et comme je vous ai dit, les portails souvent ciblent trop les publics de développeurs. Et il y a une chose qui me paraît aussi importante, c'est que l'open data fait partie d'un mouvement plus large qui est l'open government. L'idée de l'open government, c'est d'associer à la transparence par l'ouverture des données, de la participation, puisqu'en fait on a un dialogue qui est plus informé, puisqu'on a réduit les asymétries d'information, et de la collaboration avec la société civile dans la mise en œuvre des politiques publiques.
Cette idée d'OpenGov, malheureusement, elle est rarement au cœur des portails. C'est-à-dire que dans les portails d'Open Data, à part sur data.gouv.fr et dans quelques autres cas locaux, il n'y a pas la possibilité de laisser un commentaire, de pouvoir discuter sur les données. Donc on se retrouve souvent avec des jeux de données où il y a une ligne d'explication, et quand on a envie de poser une question, il n'y a pas d'espace pour un commentaire. Au mieux, on a une page de contact et on n'a pas forcément de réponse. Donc c'est aussi une des difficultés, c'est que derrière, il y a encore un travail d'accompagnement des utilisateurs, et il faut penser aussi à comment est-ce qu'on va ouvrir des canaux de discussion. Ça me paraît extrêmement important. Donc, je vous ai donné un peu un panorama. Donc, c'était un bilan critique. Un bilan critique pour vous expliquer où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle. Donc, il y a pas mal d'initiatives d'Open Data. Il y a un mouvement qui est fort, puisqu'on est dans une obligation d'ouverture des données. Alors, c'est une obligation sans sanction, mais c'est très possible qu'on voit apparaître dans la presse en 2018 des cartes où les journalistes vont pointer du doigt les collectivités qui ne répondent pas à leur obligation d'open data. Possible aussi que les militants de l'ouverture aient recours à ce type de dispositif. Et c'est aussi, donc on est dans une situation où les politiques d'open data demandent un travail qui est important et qui n'est pas forcément pris en compte. Et je pense que c'est une des faiblesses de la loi Le Maire. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que du point de vue de l'usager, et c'est là où je pense qu'il y a vraiment un besoin de médiation, donc d'accompagnement de la réutilisation des données. Quand vous êtes réutilisateur, c'est assez complexe et c'est pas forcément pensé pour un public plus large que les développeurs ou les data scientists qui ont l'habitude de travailler avec des données. Donc c'est là, je pense, que les communicants ont un rôle important à jouer et ont un rôle de médiateur. Donc, une des premières actions qui peut être faite en tant que communicant, donc là je vais vous présenter plutôt des exemples pour vous donner un peu les différents rôles du communicant. Donc il y a 6 rôles que je vais vous présenter, 6 types d'actions pour lesquelles vous pouvez apporter et donner, accompagner avec de la médiation des projets d'open data. Donc le premier, ça va être de visualiser des données ouvertes. Une des vertus pour la communication de l'open data, c'est que vous pouvez prouver ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on dispose des données, on est dans une idée de réplicabilité, c'est-à-dire que si vous produisez une visualisation de données, le public peut la refaire, peut la contester et peut aussi la prouver. Donc en fait, votre message sera beaucoup plus fort parce que vous affichez une visualisation de données, mais derrière on a les données. Donc en fait, ce que vous affichez est beaucoup moins discutable puisqu'en fait vous avez un message ouvert les données qui permettent de comprendre ces usages. Alors un exemple que je vais vous présenter rapidement, c'est justement à Issy-les-Moulineaux, c'est le rapport financier qui est assez intéressant puisque vous utilisez les fonctionnalités de visualisation du portail Open Data pour présenter leur rapport financier avec des visualisations. Et ce que vous voyez sur le côté en bas à droite, c'est qu'on peut accéder à toutes les données et on peut reproduire ou aller plus loin, refaire de nouvelles analyses. Donc en fait, tout ce qui est montré, on peut le prouver. Ça, je pense que c'est une évolution dans la communication qui est assez importante parce que c'est aussi une manière de restaurer la confiance. C'est un peu le grand sujet de tous les politiques, c'est que si on arrive à prouver ce qu'on dit, la communication publique prend beaucoup plus de force. C'est-à-dire qu'on peut aussi engager un dialogue beaucoup plus facilement. On est dans une communication qui est reproductible et qui est aussi, dont on dispose des preuves. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Donc là, ce qui a été fait dans le rapport financier, c'est que sur chacun des aspects de l'action de la ville, on dispose de visualisation et des données qui ont permis de faire cette visualisation. Un des mouvements aussi qui se développe beaucoup, c'est ah, faut pas le tenir par l'antenne. Ok, d'accord. Ça va arriver. Donc, une des tendances qui se développent de plus en plus, c'est aussi le développement de tableaux de bord. C'est assez proche de l'idée du rapport financier, mais donc d'avoir des tableaux de bord qui sont partagés avec les citoyens, dans lesquels vous pouvez afficher les objectifs, par exemple, d'une mandature, et en disposant des données qui permettent donc de les visualiser, donc de montrer comment les objectifs ont été réalisés, mais d'avoir les données pour qu'on puisse voir, par exemple au niveau le plus local, qu'est-ce qui a été mis en œuvre par la collectivité. Donc ces rapports financiers, ces tableaux de bord, on peut disposer des données et on est dans une logique où on va aller au plus proche des actions publiques. Donc ça, c'est un cas qui a été fait à Biarritz par Open Data Soft. Donc ils avaient fait un
tableaux de bord, mais ce qui se développe de plus en plus, c'est aussi les tableaux de bord de suivi des politiques publiques. Le bon exemple dans ce sujet, sur cette question-là, c'est gov.uk. Donc, si vous allez sur la page gov.uk/performance, vous avez à peu près 700 tableaux de bord qui s'appuient sur des données ouvertes. Donc, on dispose des données qui permettent de faire ces tableaux de bord. Et derrière, en fait, on peut suivre toutes les politiques publiques du gouvernement britannique. Et donc, tous les indicateurs de performance sont partagés. Et donc, on peut suivre sur plein de sujets. Donc là, c'est par exemple sur le renouvellement des permis de conduire. On a par exemple donc, le coût, mais on a aussi toutes les transactions et l'évolution des transactions. Donc derrière, toutes les données sont repartagées. Et c'est une manière qui peut être intéressante de suivre les objectifs en partageant les données et après en les visualisant. J'insiste sur l'importance d'ouvrir les données en même temps que vous produisez des tableaux de bord. C'est-à-dire que vous êtes si on est dans une optique que cette communication soit efficace et qu'elle soit bien entendue, ouvrir des données, ça permet de renforcer votre message et de faire en sorte qu'on puisse revenir au plus proche et refaire ces calculs-là. Je voulais aussi vous présenter un exemple de visualisation de données. Donc nous, on avait accompagné, depuis 3 ans, on accompagne le syndicat de la presse indépendante d'information en ligne, donc le SPIL, qui regroupe des acteurs comme Mars Actu, Mediapart, Info 89, donc les acteurs indépendants de la presse, et qui a utilisé de la visualisation de données pour renforcer ses messages. Ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont produit une base de données ouverte sur les aides à la presse, à une époque où il n'y avait pas les données sur les aides à la presse n'étaient pas ouvertes, et donc ils sont allés chercher dans des rapports de la Cour des comptes, dans des rapports financiers, pour arriver à reconstituer les aides à la presse. Et l'idée, c'est que chacun des messages qu'ils faisaient passer était renforcé par la visualisation de données, et nous, on les a accompagnés pour utiliser eux-mêmes les outils de visualisation. Donc nous, c'est un peu notre particularité, c'est qu'on on est plutôt dans une logique de formation, dans une démarche d'empowerment. On essaye d'aider les gens à utiliser les outils et à pouvoir faire les visualisations eux-mêmes. On essaye plutôt de faire du partage, du transfert de compétences, ce qui fait que en fait, tous les ans, le panorama des aides à la presse est publié par le SPIL et je suis crédité chaque année alors que je n'ai rien fait à part la première année. Donc ce qui est toujours très agréable. Alors donc ça c'est la première intervention, le premier rôle du communicant, c'est bien évidemment la visualisation de données, qui est un élément de médiation des données qui est essentiel. Maintenant je vais passer à un deuxième cas qui est le développement de services par innovation ouverte. Donc dans l'idée d'open data, souvent on le relie à cette idée d'innovation ouverte, donc d'externaliser l'innovation et d'avoir la possibilité que d'autres acteurs produisent des services innovants. Donc ça, c'était la promesse, une des promesses les plus fortes et qui a été beaucoup entendue par les élus au départ des démarches d'open data et qui a permis un certain nombre de réalisations concrètes. Alors, il y a un secteur dans lequel les applications sont extrêmement répandues et on a beaucoup d'usages, c'est dans le domaine des transports. Dans le domaine des transports, parce qu'en fait, il y a eu un standard qui s'est appliqué un peu partout dans le monde, qui est le GTFS, qui est le standard qui a été imposé par Google, qui est donc le standard de référence autour des données ouvertes de transport et qui permet d'avoir les horaires des transports dans Google Maps, mais aussi dans toute une série d'applications.